Vous le savez, les pages web doivent désormais pouvoir s'adapter à toutes les plateformes, qu'il s'agisse de smartphones, de tablettes ou d'ordinateurs de bureau. Pourtant, les supports sont bien différents pour continuer d'offrir un contenu organisé et clair, quel que soit le contexte. Mais l'enjeu est de taille. Il se situe au niveau du référencement. Pour Google, un site qui n'est pas mobile-friendly est déclassé et relégué dans les bas-fonds de l'index. Cette nouvelle astuce CSS démontre comment ajuster automatiquement le contenu des pages aux dimensions variables des fenêtres de destination. Dans l'exemple illustré à l'écran, des articles sont écrits dans plusieurs colonnes. Cette disposition est parfaite pour un ordinateur de bureau avec un écran suffisamment large. Mais si l'utilisateur décide de réduire la taille de la fenêtre de façon significative, comme ceci, eh bien, constatez que tous les articles basculent automatiquement les uns en dessous des autres. La page web s'ajuste donc pour offrir un contenu suffisamment explicite et lisible depuis un smartphone. Pour la démonstration de cette importante technique, nous suggérons d'appuyer l'étude sur une page web existante. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Après décompression, vous trouverez donc le fichier de la page web index.htm accompagné de sa feuille de style dans le sous-dossier CSS. Sans plus attendre, je vous invite à double-cliquer sur ce fichier index.htm pour l'ouvrir dans le navigateur web par défaut. Et comme vous pouvez le voir, les blocs de texte sont bien présents mais ne cohabitent pas. Dans cette version de base, ils sont tous disposés les uns en dessous des autres. Il semblerait que nous ayons du chemin à parcourir. Quoique, pas tant que ça, et nous allons le découvrir. De nouveau, à la racine du dossier de décompression, cette fois, je vous propose de cliquer droit sur le fichier index.htm pour choisir dans le menu contextuel de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Nous accédons ainsi à la structure HTML de la page web. Et tout d'abord, la feuille de style est naturellement référencée en en-tête de code. Elle se nomme messtyle.css et comme nous l'avons dit, elle est stockée dans le sous-dossier CSS comme en atteste d'ailleurs son chemin relatif. La construction qui nous intéresse est placée plus bas dans le code HTML, plus précisément dans le calque balise div associé au style ligne. Ce calque parent héberge 4 autres calques, comme vous pouvez le voir. Cette fois, ils sont tous associés au style article, et chacun héberge effectivement un article indépendant. Mais comme nous l'avons vu, ils ne sont pas encore disposés à s'accepter les uns à côté des autres. À la racine du dossier de décompression, une fois encore, cette fois, je vous propose de double-cliquer sur le sous-dossier CSS, de cliquer droit sur le fichier messtyle, et de choisir de l'ouvrir là encore avec un éditeur comme le Notepad++. Et comme vous pouvez le constater, ce fichier offre déjà d'assez nombreux styles, mais pour la plupart, il s'agit de réglages classiques associés à certains éléments de la page HTML. Ils n'ont aucune incidence sur la mise en page responsive que nous souhaitons aboutir. Notez tout de même la notation particulière et intéressante appliquée au style ligne. Grâce aux éléments after et before, nous définissons le comportement des éléments HTML situés avant et après le calque parent associé à ce style ligne. En positionnant un contenu, content, avec un affichage sous forme de tableau, table, ces réglages entrepris permettent de repousser les contenus avant et après, en l'occurrence le header et le footer, pour que tous ces éléments HTML ne se chevauchent pas. Maintenant, et c'est une nouveauté, nous allons voir qu'il est possible de définir des règles de comportement pour certains éléments HTML dans la page web. Les calques concernés sont ceux des blocs de texte associés au style article. D'ailleurs, et vous l'avez sans doute constaté, dans ce style, donc article, sur lequel nous allons descendre, eh bien, la largeur du calque est réglée à 100%, width 100%. Forcément, avec un tel paramétrage, si chaque article occupe tout l'espace disponible en largeur, aucun ne peut se positionner à côté de l'autre. Et pourtant, c'est bien ce comportement qu'ils doivent adopter dans le cas d'un affichage sur un matériel mobile comme un smartphone. Donc, dans notre cas, la règle doit nous permettre de basculer cette attitude selon la largeur de l'écran. C'est la raison pour laquelle, après le style article, je vous propose que nous créions cette règle avec tout d'abord le symbole de l'astérisque et le mot-clé média. Et dès lors, entre parenthèses, nous allons fixer une contrainte sur une largeur minimum. Nous allons revenir sur toutes ces explications min-width que nous allons
fixé à 600 pixels, nous fermons bien la parenthèse, et là, nous allons ouvrir une accolade, et d'ailleurs, nous allons profiter pour la fermer de manière à pouvoir nous replacer à l'intérieur, pour indiquer quel est le style qui est concerné par cette règle. Il s'agit du style article, nous l'avons dit. Donc, de nouveau, entre accolades, quelle est la modification à entreprendre? Eh bien, c'est une modification sur le comportement en dimensionnement, en largeur, que nous allons fixer à 24 points, 5 fois le chiffre 9, c'est-à-dire 99 999, pratiquement 25%, nous n'oublions pas donc l'unité, de largeur. Pour résumer, donc, une règle de comportement est nécessairement annoncée par le mot-clé média, et c'est le symbole de l'arrobase qui indique qu'il s'agit d'une règle. Grâce à l'attribut CSS MinWidth, nous définissons la largeur de la fenêtre à partir de laquelle le comportement doit changer. Et le comportement adopté concerne les calques associés au style article, soit les blocs de texte. Tant que l'espace est encore supérieur à la largeur minimale définie, les 600 pixels, ici, eh bien, les 100% de l'attribut width du style article sont remplacés par une valeur frôlant le quart de la largeur, pratiquement 25%, pour conserver une infime marge de manœuvre. Il s'agit donc d'un premier pas pour disposer ces 4 blocs de texte côte à côte dans une configuration d'ordinateur de bureau, par exemple. Je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur la page web, puis d'actualiser le cache du navigateur avec le raccourci clavier CTRL F5. Les blocs de texte sont toujours placés les uns en dessous des autres, mais comme vous pouvez le voir effectivement, ils n'occupent plus que le quart de la largeur disponible. Et si vous redimensionnez la fenêtre en réduisant de façon significative sa largeur, eh bien vous notez que les calques, d'ailleurs nous allons faire une simulation, nous sommes bien à 25%, vous allez noter donc que les calques réduisent leur largeur au rythme des 25% définis, mais dès lors que cette fenêtre passe sous la largeur minimale autorisée, nous allons bientôt y arriver, et bien constatez-le, ces mêmes calques s'étirent pour occuper cette fois 100% de l'espace disponible. Il s'agit donc d'un comportement dynamique tout à fait intéressant pour adapter automatiquement la mise en page d'une plateforme à une autre. Dans une version ordinateur de bureau, il est maintenant question de remonter tous ces calques sur une même ligne, et comme vous le savez, c'est l'attribut CSS float qui permet de gérer les placements des éléments HTML les uns par rapport aux autres. Donc, eh bien, nous revenons dans notre feuille de style, et tout simplement, dans le style article, je vous propose d'ajouter l'instruction CSS suivante, float, que nous allons régler à left, et nous ponctuons avec un point-virgule. Avec la valeur left passée à l'attribut CSS float, les calques sont censés se placer les uns à côté des autres dans la mesure de l'espace disponible en largeur. Nous enregistrons donc les modifications, nous revenons sur notre page web, naturellement nous actualisons le cache du navigateur avec le raccourci CTRL F5. Et certains calques remontent en effet sur la même ligne. Mais la disposition globale n'est pas encore parfaite. Le dernier, faute de place, malgré notre réglage à moins de 25%, file sur la ligne du dessous. Tout est une question de marge et de décalage naturel au sein du corps de la page HTML et des éléments HTML enfants. Ces petites unités ajoutées les unes aux autres font que chaque calque article occupe un peu plus de 25% de largeur. Nous allons devoir forcer globalement les dimensions de ces éléments. Par contre, le comportement des blocs de texte au redimensionnement devient intéressant dans la mesure où nous repartons sur une petite simulation. Eh bien, vous constatez que il s'amenuise en largeur pour continuer de s'accepter sur la même ligne tant que possible, mais une fois encore, lorsque la limite de la largeur minimale est franchie, nous sommes en train d'y parvenir, voilà, ils reprennent leur largeur à 100% pour occuper tout l'espace et se positionner les uns en dessous des autres. Nous allons revenir dans une configuration intermédiaire. Ensuite, eh bien, sachez-le, les styles CSS offrent une propriété tout à fait particulière pour contraindre les dimensions des éléments HTML. Cette propriété CSS se nomme box sizing. Elle permet d'inclure le remplissage et la bordure dans la largeur et la hauteur totale d'un élément. Je vous propose de revenir sur le code de la feuille de style, et cette fois-ci, par esprit de cohérence, comme nous allons engager un réglage qui concerne hiérarchiquement l'ensemble des éléments HTML, donc nous nous positionnons
en en-tête de code. Et là, nous allons utiliser le symbole de l'astérisque, et entre accolades, nous allons effectuer ce réglage. Donc, nous le disions, cette propriété se nomme box sizing, que nous allons régler sur la valeur border box. Donc, border box à stipuler, border-box, cela va de soi naturellement, et nous ponctuons notre syntaxe avec un point virgule. De mémoire, il y a un style dans lequel je ne l'ai pas fait, si tout va bien, donc écoutez, pour l'instant nous sommes en route. Pour résumer, grâce au symbole de l'astérisque, nous appliquons ce réglage à tous les éléments HTML de la page. Grâce à la valeur borderBox, passée à l'attribut boxSizing, nous intégrons en effet les bordures et décalages dans le calcul de toutes les dimensions. C'est ainsi que nous devrions corriger les petites marges d'erreur. Et pour le constater, je vous propose naturellement d'enregistrer d'abord les modifications, de revenir sur la page web, d'actualiser le cache du navigateur avec le raccourci CTRL F5. Et comme vous pouvez le voir, tout rentre dans l'ordre. Les 4 blocs de texte sont parfaitement disposés sur la même horizontale. Et si vous réduisez la largeur de la fenêtre, progressivement, comme nous l'avons fait lors des manipulations précédentes, eh bien, vous constatez que jusqu'à descendre sous la dimension minimale autorisée, l'affichage bascule aussitôt en configuration smartphone width 100%. C'est ainsi, pour une meilleure lisibilité, que les articles sont dès lors tous placés les uns sous les autres, ou encore en colonne pour un affichage ordinateur de bureau. Voilà donc pour cette nouvelle astuce CSS, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.